Des bombardiers stratégiques chargés d'armes nucléaires et conventionnelles traversent le ciel chaque jour, faisant partie d'une routine de dissuasion qui définit l'équilibre des pouvoirs entre les grandes puissances. Ces vols ne sont pas des exercices isolés, ils représentent une présence constante, un entraînement rigoureux et le maintien d'une capacité de réponse immédiate. Pourtant, des accidents surviennent à une fréquence préoccupante. Qu'est-ce qui rend ces aéronefs aussi sujets aux incidents? Et lorsque le pire se produit, comment les membres d'équipage parviennent-ils à s'échapper de cabines pressurisées à grande vitesse? L'ère des bombardiers stratégiques nucléaires a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ont développé le Boeing B-29 Super Fortress pour répondre aux besoins d'un bombardier lourd à long rayon d'action capable d'atteindre le Japon depuis des bases éloignées dans le Pacifique. Le projet exigeait une portée supérieure à 5000 km avec une charge significative, la pressurisation de la cabine pour les vols en altitude et des systèmes défensifs avancés pour l'époque. Le B-29 est entré en service dès 1944. En août 1947, deux unités modifiées, l'Enola Gay et le Bockscar, ont largué les premières bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, mettant fin au conflit dans le Pacifique. La fin de la guerre n'a pas diminué l'importance de ces avions. Avec le début de la guerre froide, les États-Unis ont créé le commandement aérien stratégique afin de garantir une force de représailles nucléaire capable d'atteindre le territoire soviétique. L'Union soviétique a répondu en développant le Tu-4, une copie du B-29, puis des bombardiers à réaction. L'objectif central était la dissuasion, maintenir une menace crédible d'attaque nucléaire massive afin de prévenir toute agression. Les bombardiers stratégiques formaient l'un des trois piliers de la triade nucléaire, aux côtés des missiles balistiques terrestres et des sous-marins. Parce qu'ils offraient de la flexibilité, la possibilité de rappel en vol et une démonstration visible de force. Aujourd'hui, tant les États-Unis que la Russie maintiennent des flottes actives en opération quotidienne. Les Américains exploitent le B-52H Stratofortress, le B-1B Lancer et le B-2 Spirit qui sera remplacé par le B-21 Raider. Le B-52H en service depuis les années 1960 et continuellement modernisé effectue des missions et des patrouilles mondiales, des exercices de dissuasion et assure une présence continue dans le Pacifique et dans d'autres régions. Ces vols impliquent des décollages fréquents, des ravitaillements en vol et de longues routes qui mettent à l'épreuve les équipages et les équipements dans des conditions extrêmes. La Russie dispose de son Tu-95 MS Bear, du Tu-160 Blackjack et du Tu-22 M3 Backfire. Le Tu-22 M3 en particulier est une pièce maîtresse de l'aviation à long rayon d'action russe. Développé dans les années 1970 et amélioré dans la version M3, il a été introduit opérationnellement dans les années 1980. Il possède des ailes à géométrie variable, deux moteurs NK25 avec post-combustion et la capacité de voler à Mach 2 à haute altitude. Son rayon d'action atteint environ 2000 à 2500 km avec une charge significative et il peut transporter jusqu'à 24 tonnes d'armement, y compris des missiles supersoniques KH-22 ou même le KH-32 Mach 4 en phase terminale, ainsi que des bombes nucléaires ou conventionnelles. Le Tu-22 M3 a une importance stratégique pour la Russie en raison de sa polyvalence. Grâce à sa polyvalence, il opère aussi bien lors de missions d'attaque terrestre en profondeur avec une capacité de 2500 km en queue comme avion russe. Il peut également être employé contre des porte-avions. Il a été utilisé dans diverses opérations, notamment en Syrie, et il lance actuellement des missiles et des bombes contre l'Ukraine. Contrairement aux bombardiers intercontinentaux, comme le Tu-95, le Tu-160 ou le Tu-22, il est optimisé pour des portées plus courtes. Utilisé dans des théâtres d'opération, mais il reste essentiel pour la dissuasion régionale et la projection de puissance. Sa cabine pressurisée accueille 4 membres d'équipage, le commandant, le copilote, le navigateur et l'opérateur des systèmes d'armes,
assis dans 2 compartiments. Les accidents impliquant le Tu-22M3 illustrent les risques inhérents aux aéronefs complexes et anciens opérés à un rythme soutenu. Lors d'un accident récent dans la région d'Irkoutsk, le lundi 15 juin, pendant un vol d'entraînement, l'équipage russe s'est éjecté avec succès avant la chute de l'appareil, démontrant que le système fonctionne lorsque les conditions d'altitude et de vitesse élevées sont adéquates. Le système d'éjection a été activé manuellement par le commandant en situation d'urgence. Les sièges de type KT-1M développés par le bureau Tupolev suivent une séquence spécifique. D'abord le navigateur-opérateur, puis le navigateur, ensuite le copilote et enfin le commandant qui s'éjecte manuellement. Chaque siège utilise un moteur fusée à 2 étages pour éjecter l'équipage hors de la cabine, puis, à une altitude sûre, les parachutes se déploient. Pour une éjection sûre à basse altitude, une vitesse minimale d'environ 130 à 140 km/h est nécessaire afin que les parachutes s'ouvrent correctement. Jusqu'au milieu de 1980, les sièges éjectables étaient dirigés vers le bas du compartiment de la cabine, mais la version Tu-22M3 possède un système traditionnel d'éjection vers le haut. Quelques heures après l'incident avec le bombardier russe, cabine. Un autre bombardier, mais cette fois stratégique, le B-52H Straight Fortress, s'est écrasé juste après le décollage de la base aérienne d'Edwards, en Californie. Des images ont montré une grande colonne de fumée noire. Les équipes de secours sont intervenues immédiatement. Les 8 membres d'équipage à bord n'ont pas survécu au crash. Très probablement, ils n'ont pas réussi à s'éjecter à temps. Dans le B-52H, le système d'évacuation varie selon la position de l'équipage. Sur le pont supérieur, le pilote, le copilote, l'officier de guerre électronique et, lorsqu'il est présent, le mitrailleur. Les sièges s'éjectent vers le haut après l'activation des leviers qui éjectent les trappes supérieures, suivies par la gâchette qui déclenche les systèmes de propulsion. Sur le pont inférieur, avec le navigateur et le spécialiste radar, les sièges s'éjectent vers le bas. Celle-ci dispose de trappes dans le plancher du fuselage, une conception rendue nécessaire en raison de l'espace limité au-dessus. Les systèmes modernes permettent des éjections à basse altitude et même à vitesse nulle dans certains cas. Mais le B-52, avec plus de 60 ans de service, fonctionne avec une technologie mise à jour après la mise en œuvre d'un programme de modernisation. Les bombardiers nucléaires exigent une maintenance constante et des systèmes compacts. Des systèmes complexes, des vols dans des régimes extrêmes d'altitude, de vitesse et de charge, et des équipages hautement entraînés qui opèrent sous une pression intense. Le vieillissement des flottes, comme le B-52 depuis les années 50 et 60, le Tu-22M3 des années 70 et 80, le taux d'utilisation élevé pour la dissuasion et les exercices, ainsi que l'intégration d'armements nucléaires ou de précision, augmentent par les risques. Comprendre leurs risques et les mécanismes de survie de l'équipage aide à évaluer la véritable capacité et les limites de ses forces. Si vous vous intéressez à l'aviation militaire, à l'histoire de la guerre froide ou à la technologie militaire, laissez un commentaire ci-dessous en indiquant ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. C'est toujours un honneur de vous apporter des analyses exclusives. N'oubliez pas de nous soutenir. Faites un don du montant de votre choix. Notre clé Pix. canal areamilitaroff@gmail.com